Another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I don't mind. Me and Missy is so this is making money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que, de qualité dans une ambiance détendue. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 67. Déjà, on est saison 8. Je suis Audrey Deléris, chasseuse de tête au sein du cabinet Fed Legal et cofondatrice, avec Pierre ici présent, du Fleet Network, le réseau des juristes dans la tech qui compte près de 700 membres. Pour animer cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes acolytes que j'adore, Pierre Landy et Lyndia Le Sauvage. Lyndia Le Sauvage, c'est cette reine de la scène, aujourd'hui experte de la prise de parole en public et de la process com, qui a coaché de nombreuses directions juridiques, mais pas seulement. Pierre Landy, lui, c'est cet ancien directeur juridique de Yahoo et Ledger, aujourd'hui avocat fondateur de l'Alliance ENCO et executive mentor qui aide les directeurs juridiques et autres membres du CODIR dans le développement de leur leadership. Pierre et Lyndia, je ne sais même plus pourquoi je vous présente chaque semaine ou à chaque fois quand c'est mon tour de présenter l'émission. Tout le monde vous connaît. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoute, Ça va moi, très ah bien. pardon, odeur, 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 Ninja, Ninja. Voilà, ça va très bien. Très heureuse de retrouver ma team, de recevoir Marina également. Et on a plein de choses à découvrir aujourd'hui. Et moi, ça va très bien puisque je me suis échappé d'une réunion avec mes associés espagnols, allemands, anglais, donc l'Alliance Co, qui sont tous avec moi aujourd'hui pour notre réunion annuelle pour venir vous retrouver. Donc voilà, je suis en pleine forme. Merci Pierre. Et alors vous allez nous parler de quoi durant vos chroniques aujourd'hui? Alors, moi, le sujet de ma chronique, c'est qui n'a pas reçu ou n'a pas écrit. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à revenir vers moi. Belle journée. Une fois n'est pas coutume, ici au Legal Club Sandwich, on crée des chroniques pour donner de l'élan à nos prises de parole. Alors, il est aussi temps d'aller regarder ce que l'on écrit, Audrey. Sortons quelque temps de notre communication orale et penchons-nous sur notre communication écrite. Super, merci Lyndia. Et toi Pierre, tu vas nous parler de quoi tout Moi, à je l'heure? vais vous donner 7 conseils pour naviguer entre votre rôle de juriste qui défend l'entreprise, mais aussi être votre héros de votre quotidien hors de l'entreprise. Bref, équilibre vie perso, vie professionnelle. Je vais vous donner quelques petites astuces. Moi, à d'y être pour le coup, mais pour l'heure, il est temps d'accueillir notre invitée, Marina D'Acosta. Marina, comment tu vas? Bien, Audrey, bonjour à tous. Je suis ravie d'être votre invitée aujourd'hui. Bah, merci d'avoir accepté. Alors, tu vas nous parler de ton parcours, de ton métier. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs déjà? Oui, donc avec plaisir, hein. Je suis donc Marina D'Acosta. Je suis agent immobilier au sein du réseau Orpi. Mon agence est située dans le Val d'Oise, pour ceux qui connaissent à Saint-Olomone. Et je me destinais à devenir huissier de justice, ce qui n'a absolument rien à voir avec le métier d'agent immobilier. Ok. Merci en tout cas d'avoir présenté déjà voilà, qui tu es. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi quel est le message que tu souhaites véhiculer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent? Oui, vous faire découvrir le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est très méconnu. Alors pourtant que bon nombre, enfin très méconnu dans la sphère juridique, alors que beaucoup de gérants d'agences immobilières sont des juristes de formation. À contrario, c'est un métier qui est aussi méconnu de manière générale, puisque ce qu'on voit, c'est le fait d'amuser la galerie à la télévision. On s'intéresse théâtralement aux découvertes des acquéreurs, à leurs recherches, alors que l'acteur principal d'une vente, c'est le vendeur, c'est absolument pas l'acquéreur. C'est le besoin que le vendeur peut avoir d'un agent immobilier, les difficultés qu'il peut rencontrer, et parce que le vendeur fait fluctuer le marché, le fait augmenter, le fait baisser. C'est un des acteurs de cette fluctuation du marché, parce que si on n'a pas de vendeur, on n'a pas d'achat, tout simplement. Et à contrario, bon, il y a d'autres acteurs, bien évidemment, comme les banques, etc. Donc voilà, le but est de pouvoir faire véhiculer l'image de l'agent immobilier
Et peut-être qu'un jour, en fac de droit, lorsqu'on sera en rentrée scolaire et que différentes professions nous seront présentées, comme cela a dû être le cas pour vous durant vos études de droit, qu'il y ait un agent immobilier qui représente aussi la profession en fac de droit pour pouvoir indiquer à ces jeunes étudiants que c'est une profession qui n'est qui n'est pas fermée à notre domaine et qu'on n'est pas surdiplômé, au contraire, pour être agent immobilier. Donc, tu Il y réponds déjà à aura, la question, pourquoi tant d'études de droit pour devenir agent immobilier? Il y a aussi des juristes qui deviennent agents immobiliers, du coup. absolument, on Tout t'a à fait. taquiné, Marina, on t'a taquiné avec ce titre et on a apprécié ton humour sur le sujet. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a effectivement, et moi je trouve que ça aide grandement la profession quand on a des agents immobiliers qui connaissent un peu le droit et le domaine dans lequel ils évoluent. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Conseil Transactions Immobilier et ton activité? Oui, oui, oui. Mais pour revenir à cette phrase, vous n'êtes pas les seuls, en fait. C'est la première phrase qui vous est venue à l'esprit. Mais quotidiennement, c'est aussi une phrase qu'on entend régulièrement. Alors, mon agence, elle s'appelle Conseil Transactions Immobilier, le nom de ma société, au sein du réseau Orpi. C'est une agence qui est située donc à Saint-Olomone, comme je l'ai dit. C'est une agence qui est principalement axée transaction parce que c'est mon domaine de prédilection que j'ai repris il y a seulement un an. Donc, j'aurais vocation à développer un petit peu plus. Je fais du viager, je fais de la location, mais mon cœur de métier, c'est réellement la transaction. Et c'est une agence que j'ai connue, puisque j'ai repris l'agence immobilière qui existe depuis 2011. Je l'ai connue en me portant acquéreur de ma résidence principale en 2014. Voilà, donc c'est assez atypique. Alors, Marina, tu as fait donc des études de droit, évidemment, on l'a bien compris. Et comment on se retrouve agent immobilier? Quel est le parcours pour arriver à ça? Alors pour ma part, ça a été en achetant ma résidence principale, justement. J'ai beaucoup ri lorsqu'on m'a proposé le poste d'agent immobilier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, cet agent immobilier? N'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que je vais faire agent immobilier? Puis j'avais une très mauvaise image des agents immobiliers de par mon acquisition de mon premier appartement, mon premier logement, puis de ma maison, de ne pas être accompagnée, de ne pas voir leur utilité, hein. Pour moi, je voyais ça comme un porte-clés qui m'ouvrait la porte d'un logement et qui s'occupait absolument pas de moi. Et malheureusement, hein, c'est aussi l'image qui est ressenti de manière générale. Mais pour répondre à la question, c'est comme beaucoup de reconversions, je pense. C'est lorsqu'on a un événement personnel qui crée un besoin de changement. Et c'est une opportunité qui s'est présentée à moi plusieurs mois après. Voilà, j'avais beaucoup ri, mais ça m'a trotté en tête quand j'ai eu ce besoin de changement. Et puis j'ai eu l'idée de faire un break voilà, j'avais en tête 6 mois. Je me suis dit pourquoi pas aller découvrir ce métier justement. Parce que je n'avais pas dans ma formation théorique d'expérience commerciale. Et je me disais que voilà, le contact humain, le négoce, c'était quelque chose qui me manquait et que ça me rajouterait une corde à mon arc. Voilà. Et je pensais rester 6 mois, puisque comme je le disais au départ, je souhaitais devenir huissier de justice. Et je pensais ainsi pouvoir développer les ventes aux enchères, la transaction en tant que clerc d'huissier. Mais au final, je n'ai jamais quitté la profession. Voilà, je m'y suis trouvée très bien. J'ai été très rapidement efficace hein, grâce à ces études de droit, justement. Et j'ai jamais quitté la profession au final. Et justement, en quoi ça te sert? Parce que là, tu nous dis que ça te sert les études de droit. Concrètement, dans ton quotidien d'agent immobilier, quelles sont les compétences que tu as pu développer grâce au droit et qui t'aident à être une bonne agent immobilier? Euh, il va y avoir l'adrénaline, c'est-à-dire qu'avec les études de droit, on est très rapidement, alors je vais utiliser un terme fort, mais excellent, parce que dans notre profession, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir vendre pour avoir un salaire. Pour pouvoir vendre, il faut signer des mandats. Voilà. Les études de droit, elles m'ont permis de signer tout de suite des mandats et tout de suite des exclusivités.
Et une exclusivité, c'est automatiquement une vente. Voilà. Donc, ça m'a permis d'être efficace immédiatement parce que je savais conseiller, je savais rassurer, je savais accompagner le client. Donc, dès le premier rendez-vous, parce qu'il faut se dire qu'une estimation, en règle générale, les gens s'attendent à ce qu'on leur donne un prix. Et quand pour une fois, on va s'intéresser à l'humain, pourquoi une estimation? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vendre? Est-ce que réellement vendre, ça résoudra leurs problématiques? Est-ce que c'est pas plutôt mettre le bien en location? Peut-être que c'est une période qui va être passagère pour eux et compliquée, mais qu'il faut se serrer la ceinture et puis conserver son bien. Ça arrive aussi, ça parfois, de repartir en leur disant non, vendez pas. Là, ça va être compliqué pour vous pendant un an, mais ne vendez surtout pas. Ne faites pas cette erreur-là. Donc, ça va être d'apporter du conseil aux clients et puis accessoirement de leur donner le prix. Et ce qui peut être très curieux, c'est que je signais des exclusivités à contrario, je ne savais pas du tout leur estimer leur bien. Donc, je revenais à l'agence avec mon descriptif. Ils disaient, alors les murs, ils sont comme ça, le sol, il est comme ça, la cuisine, elle est comme ça vaut combien? Donc, pendant plus de 6 mois, j'ai été complètement perdue sur ce que valait un bien. Et pourtant, ben, j'étais très efficace et je vendais rapidement. Mais parce que j'avais une bonne équipe derrière qui savait, quand on a une expertise d'un secteur, qui savait me donner la valeur du bien juste avec des petites descriptions, mais ce que le client ressentait lorsqu'il me donnait son exclusivité, c'était d'être en confiance parce que on leur disait quoi, comment ça, Monsieur a Alzheimer, alors non, on s'arrête tout de suite, on va aller demander une petite habilitation familiale au juge d'abord parce que Monsieur a 2 enfants d'un premier lit, on va pas s'exciter tout de suite, on va pas mettre en vente. Ah bon, mais les autres me l'ont pas dit. Oui, bah ils le savent pas, donc forcément, mais à un moment donné, ça va bloquer. Et puis si à la vente les enfants se réveillent et qu'ils déclarent que Monsieur Alzheimer, on est un petit peu mal parti quoi, pour signer cette vente. Donc, ça va être le temps que j'ai pu passer avec les clients avant de leur faire leur estimation, en s'asseyant, en discutant d'eux, de leurs besoins, et puis accessoirement 5 minutes à la fin, faire le tour du logement pour leur donner un prix. Donc ça va être en fait les compétences juridiques de pourquoi vendre et de quelle manière, si les personnes ont la capacité à agir ou pas. Donc ça, c'est ce qui m'a permis en fait voilà, de suite pouvoir signer ces exclusivités. Et à partir du moment où on a une exclusivité, quand on est agent immobilier, si elle est bien travaillée, on vend. Voilà. Euh, donc, n'importe quel juriste peut devenir agent immobilier du jour au lendemain, si évidemment il est accompagné. Faut pas se leurrer, faut connaître les prix. Et à contrario, je ne forme pas mon équipe de cette manière. À contrario, mon équipe, comme ils n'ont pas mes compétences juridiques, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est qu'il fallait exceller sur un domaine. Et donc, mon équipe, je fais tout l'inverse. Je leur fais s'occuper exclusivement des acquéreurs, que des acquéreurs, pour savoir de manière précise ce qu'un acquéreur est prêt à débourser aujourd'hui pour tel type de bien, tel autre type de bien. Et c'est comme ça que mon premier collaborateur, au bout de 6 mois, à la première estimation, est revenu avec une exclusivité au prix. Parce qu'il a su donner confiance, parce que par contre, lui maîtrisait les prix tout de suite en estimation. Parce qu'à force de s'occuper d'acquéreurs et d'entendre, bah non, je veux faire une offre à tel prix, bah non, ça, elle est partie à tel prix, donc je vois pas pourquoi moi je l'achèterais plus cher. Il a pu exceller dans un domaine. Ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est qu'il faut exceller dans un domaine. Et à partir de là, les clients sont en confiance et leur donnent l'exclusivité. Voilà. Et ça nous a permis de suite de vendre. Et donc, en 6 mois de formation, il a vendu tous les mois avec des acquéreurs les suivants. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'au bout de 6 mois, il était efficace sur le terrain. Et dis-moi, est-ce que tu penses que, donc là tu parles de tous ces critères techniques, mais est-ce que tu penses que si en termes de personnalité, Marina, il faut avoir une personnalité spécifique, genre un introverti, tu le vois, agent immobilier, ça pose pas de problème Un ou il faut quand introverti, même, c'est compliqué. Un introverti, c'est compliqué, pas pour signer des mandats. Il peut très bien s'occuper des vendeurs, un introverti, parce que il faut juste donner confiance. Avec un acheteur, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'acheteur, il a besoin, je donne souvent l'image, de mettre le pied à l'étrier. Et c'est-à-dire que nous, on va être celui qui va lui lever les fesses pour monter sur le cheval et le faire galoper. Beaucoup d'acquéreurs ont très peur d'acheter, très très peur.
Ils se demandent pourquoi un bien est depuis longtemps en vente, pourquoi ce bien-là va leur plaire alors qu'il ne plaît à personne actuellement. On a beau lui expliquer que actuellement il y a très peu d'acheteurs parce qu'ils ne sont pas finançables, il va surtout se dire bon bah l'agent immobilier il serait prêt à vendre sa mère, hein, donc il me ment, je peux pas lui faire confiance. Et si on n'est pas derrière à trouver le financement, à rechercher, à coacher, à rassurer, c'est compliqué. L'agent immobilier introverti, il aura du mal à vendre. Il rentrera facilement des mandats, mais il aura du mal à vendre. Mais après, ça peut être un juste équilibre en équipe. C'est ça. Ouais, donc Tu en fais fait, il des n'y a deux. pas de personnalités qui sont fermées à ce métier, en fait. Ça va être. Non, Et dis-moi, du coup, on a presque l'impression, quand on t'écoute, que le prix est secondaire, pratiquement. c'est Enfin, pas tout à fait qu'il est. voilà, que tout va reporter sur le conseil que tu vas donner, que c'est ça qui va faire la différence. Enfin, Alors, chez nous, oui, c'est ce qui va faire la différence. Et dans mon agence, ce qui fait la différence, c'est qu'on a 100% de nos signatures compromis qui sont actées chez le notaire. Donc ça, c'est une énorme force, et d'autant plus quand les financements sont difficiles à obtenir. La moyenne nationale, alors on n'a pas terminé l'année, hein, on n'a pas clôturé les compromis de fin décembre. Les derniers chiffres étaient à 40%. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un énorme écart quand même. C'est accessoire dans le sens où une estimation quand on arrive chez quelqu'un, ça peut être un projet de vente dans un an, ça peut être un projet de vente dans 2 mois. Alors, autant quand j'ai commencé le métier en 2015, une valeur était à peu près valable une année, à peu près. Et aujourd'hui, c'est totalement différent parce que les banques décident aujourd'hui si un acquéreur va être finançable ou pas. La hausse des taux d'intérêt a fait perdre plus de 100 000 euros de capacité d'emprunt à des couples. Donc, si les banques décident d'arrêter de financer, on n'a plus d'acquéreurs. Et donc, la première des choses, c'est savoir pourquoi est-ce qu'un client vend et donc quand est-ce qu'on va lui vendre son bien. Et selon le moment où on va lui vendre son bien, la valeur va fluctuer. Moi, il y a 2 ans, beaucoup de confrères se moquaient de moi à Saint-Olomone en m'appelant Madame Irma, parce que quand j'étais appelée pour une estimation pour un pré-relais, ben je déduisais la valeur. Le pré-relais, il a mauvaise presse parce que suite à la crise des subprimes fin de l'an 2000, le marché a chuté. Et les personnes ont réalisé un pré-relais sur une valeur d'un bien qui avait énormément chuté. Et ces gens restaient butés et mettaient le bien en vente à ce prix-là. Euh, c'est ce qui a généré beaucoup d'idées négatives sur le pré-relais. Si il y a 2 ans, nous étions très hauts, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'à un moment donné, ça va se casser la figure. Voilà. On ne sait pas quand, mais ça va se casser la figure. Et un pré-relais, une construction d'une maison, ça prend à peu près 2 ans. Donc moi, ces clients-là, je leur disais, attention, minorons la valeur de votre bien pour votre pré-relais, parce que même si la banque va faire un delta d'à peu près 30%, globalement, hein, la plupart des banques font à peu près 30% de delta, euh, assurez vos arrières, partons sur un prix inférieur, et puis si le marché se porte bien, bah, tant mieux, ça sera tout bénef pour vous. Ah bah non, moi les autres agences me disent que ma maison aujourd'hui elle vaut 340, donc je fais un pré-relais sur 340. D'accord. Bon bah les maisons qui il y a 2 ans valaient 340, aujourd'hui on les vend 2,90. Voilà, donc les personnes qui ont fait un pré-relais, c'est compliqué. Moi, j'étais la seule à leur dire, faites attention. Il y a des personnes qui étaient attentives à mon discours, d'autres personnes qui espèrent le plus possible. Voilà, ces personnes-là, aujourd'hui, ça va être très complexe pour elles de vendre, très complexe. Et il y a des personnes qui vont être obligées de vendre à perte. Et ça m'est arrivé de voir ça aussi, de faire un crédit conso pour pouvoir, du coup, vendre leurs biens et repartir à zéro avec leur nouvelle construction. Ça, c'est compliqué. En tout cas, ce que tu mets en avant, c'est vraiment l'aspect conseil extrêmement fort. Du coup, ton métier, c'est pas juste faire visiter voilà, un appartement, c'est vraiment aller creuser les enjeux du vendeur et même aller chercher vraiment ce que veut l'acquéreur. Enfin, c'est bien au-delà que de juste faire la visite de quelques pièces. Oui, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà et la majeure partie du travail, elle est entre l'offre et la signature de l'acte authentique parce qu'aujourd'hui, au niveau bancaire, c'est très, très, très compliqué.
Et puis, c'est de la stratégie aussi. L'année dernière, quand on a un premier client qui nous dit il faut à tout prix que je signe mon compromis avant le mois de juin parce que sinon ma banque ne me finance plus, un deuxième, un troisième, on dit oh là, on appelle les courtiers, c'est quoi cette histoire? Pourquoi les gens doivent signer à tout prix avant le mois de juin? Oui, parce que là, les banques veulent plus financer à partir de cet été, on verra au mois de septembre, mais à partir du 1er juin, tout est gelé. Ah, ok, bah alors on va se dépêcher. Et puis l'été, du coup, si on sait que les clients ne sont pas finançables, ben, je ne mettais pas les maisons en vente. Les vendeurs, je leur disais attention, il faut qu'on fasse très attention. Votre projet nous le permet, on les mettra en vente qu'en septembre. Alors moi, ça veut dire pas de rentrée d'argent hein, pendant ce temps-là aussi, mais signer un mandat alors qu'on sait que les gens ne seront pas finançables, c'est laisser perdurer un bien pendant 3 mois sur le marché. Et au mois de septembre, les clients, lorsqu'ils reviennent, ils se disent tous la même chose. Pourquoi cette maison ne s'est pas vendue? Il y a quelque chose que je ne vois pas. Ah, c'est la voie de chemin de fer qui est pas très loin, qui doit poser problème. Ou ah oui, la toiture, elle n'est pas en très bon état. En fait, ils vont extrapoler des défauts de la maison qui sont classiques par rapport au prix, parce qu'ils ont peur de faire un mauvais achat. Tout simplement parce que ça ne s'est pas vendu, parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs. Il n'y en avait pas, parce que voilà, je ne vais pas forcément d'expliquer tous les points, mais on pouvait avoir de très bons revenus. Le différentiel entre le taux d'intérêt et le taux d'usure, le taux qu'on n'a pas le droit de dépasser pour obtenir un crédit, était trop minime. Et donc, seuls les très jeunes pouvaient acheter. Ben à partir de 35 ans, 40 ans, c'était très compliqué parce que le taux de l'assurance, je venais en ligne de compte et c'était totalement impossible d'acheter. Voilà, totalement. Et en septembre, hop, les banques ont réouvert les vannes. On a fait un très beau mois de septembre, très beau mois d'octobre et avec les personnes qui avaient attendu du coup par rapport à l'été et qui étaient un nouveau bien arrivant sur le marché. Donc c'est une stratégie commerciale aussi, hein. Voilà. Et ça fait partie du conseil et de leur dire si on la met maintenant, potentiellement, il n'y a pas de vente. Voilà. Donc au mois d'août, exceptionnellement, j'ai fait un chiffre d'affaires à zéro, chose qui ne m'arrive jamais parce que j'ai tout décalé au mois de septembre. Ok. Merci pour toutes ces explications. Enfin, on se rend compte que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, nous, quand on ne s'intéresse pas au métier. Donc, merci de prendre le temps d'expliquer tout ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu adores faire? euh, le challenge d'avoir l'exclusivité au prix lorsque les clients nous disent, alors je vous préviens, vous êtes 5, il y aura 5 mandats et que le meilleur gagne. Non, alors on ne fait pas ça, surtout pas, on n'est plus en 90. On fait les choses correctement parce que moi, mon métier, c'est de bien vous vendre votre bien, donc le vendre vite et le vendre le plus cher possible. Et pour ça, je dois être armée et c'est une méthodologie, une stratégie. Donc, c'est de revenir avec le mandat et de faire une stratégie de vente qui nous correspond et d'avoir réussi à expliquer aux vendeurs que ça ne se passera absolument pas du tout comme ça. Absolument pas. Et puis, c'est au quotidien d'être la valeur ajoutée, de se dire heureusement qu'ils nous ont connus en fait grâce à nous. Ils ont vendu ce prix-là, ou grâce à nous, là j'ai eu une cliente récemment, bah, la semaine dernière, qui n'était pas accompagnée par son notaire, qui n'était pas accompagnée par son agence immobilière, pas par son avocat, c'était une conjointe qui avait 60% de droits de succession à payer. En 10 minutes d'analyse de son dossier, je lui ai fait gagner 72 000 euros. Alors j'avais l'impression d'avoir gagné au loto, hein. C'est même pas pour moi, mais cette dame, elle est repartie heureuse, je lui ai vendu son bien et elle repart avec 72 000 de plus. Voilà, donc là, on se dit, on est vraiment une valeur ajoutée. Ça, c'est ce qui passionne, ouais. Alors Marina, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être pour les auditeurs aussi qui nous écoutent, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire justement sa transition, peut-être en agence ou en tant que mandataire, peut-être nous expliquer aussi la différence entre les deux d'ailleurs? Il y a très peu de différences. C'est des visions un peu différentes du métier, mais qui se retrouvent. Les différences du métier, c'est subtil hein, quand même. Mandataire, ça va être des personnes qui très souvent en ont assez du cadre de l'agence immobilière parce qu'on fait des grands horaires. Hein. On nous demande d'être présent tôt, on nous demande de faire des visites le midi, on nous demande de faire des visites à 20 heures. Et quand on a un patron qui nous dit les horaires, c'est les horaires, c'est un peu complexe et c'est comme ça que beaucoup de talents partent et deviennent mandataires immobiliers. Il y a aussi des personnes qui débutent dans le métier et qui font un métier à côté, donc ils vont être, je ne sais pas, coiffeur la journée, plombier, et qui le soir vont être agents immobiliers. Là, c'est quand même complexe parce que il y a un manque d'accompagnement. Il y a des très bons réseaux hein, et je peux être un très bon mandataire si on a un très bon tuteur.
tout est question d'humain, l'humain qui va être derrière. S'ils ont un très bon tuteur, ça va être de très bons agents immobiliers. Mais c'est notre vision du métier. Ça va pas être la vision que moi j'ai sur le conseil et l'accompagnement. Ça va être des personnes qui vont surtout trouver plaisant de faire les recherches pour l'acquéreur et de l'accompagner. Voilà. Nous, en agence, ça va plutôt être une formation qui va être plus poussée. Même si les mandataires vont nous dire que c'est pas vrai, si c'est le cas, l'analyse du langage corporel, la prise de parole en public, le métier, toute la partie juridique pour savoir si on peut euh, mettre en relation les différentes personnes, il y a un approfondissement de la formation qui va être assez poussé parce qu'il y a une notoriété à conserver. Mais encore une fois, c'est une question d'humain. Je pense qu'il faut surtout le faire, rencontrer les différentes personnes et le faire en fonction de ce qui nous anime. Moi, j'ai choisi le réseau Orpi parce que je crois aux valeurs qu'il véhicule. C'est une coopérative. C'est l'acronyme d'Organisation régionale des professionnels de l'immobilier. Ce sont 6 agents immobiliers parisiens qui, en 65, se sont dit on va se mutualiser. L'acquéreur va rentrer dans une agence, on va pouvoir aller lui montrer tous les biens. Ce que vous voyez dans les émissions de télé de Stéphane Plaza, c'est Orpi qui l'a créé, ça. Chasseur de tête, le fait de mutualiser les différents mandats, c'est l'essence même d'Orpi. Voilà. Donc, c'est un choix personnel, ça c'est très personnel. Les deux se valent, même si je n'aurais jamais été mandataire. Parce que je crois en la valeur d'une équipe, le fait d'avoir pignon sur rue, on est obligé de faire beaucoup plus attention à sa notoriété, parce que le nom de l'agent immobilier, on le constate, hein, le client ne sait jamais avec qui il a visité. Ça, c'est assez odieux. On te dit, mais vous avez visité avec telle agence, mais c'était qui? Oh, je ne sais plus. Ça, c'est assez horrible à entendre. Alors que par contre, si ça se passe mal ou ça se passe bien, on sait où aller l'agence. On sait dire c'est à l'agence, c'est Orpi à Saint-Olomone, dans le bas de la ville. Voilà, ça, ils savent le dire. Donc, c'est deux visions complètement différentes du métier. Vous êtes combien aujourd'hui dans ton agence, Marina? On est 4. D'accord. J'ai une gestionnaire de transactions, ce qui n'existe pas dans l'immobilier, mais ça, c'est la juriste qui a créé ça. C'est le grade au-dessus de l'assistante et bras droit de la responsable d'agence. C'est, je trouve que le terme d'assistante dans l'immobilier, il est assez négatif parce que il englobe à peu près toutes les visions du métier. Et il y a des assistantes qui sont quand même capables de rédiger des compromis, qui sont quand même des actes juridiques, qui sont capables de rédiger des offres avec des clauses particulières. Pour moi, c'est un grade supérieur et c'est pour ça que je l'ai appelé gestionnaire transaction. Merci Marina. Merci pour toutes ces explications. On va faire une pause, non pas de publicité, mais une pause chronique du coup. Après, on retrouve Marina avec plein d'anecdotes. Du coup, et quelques questions, vous pouvez aussi poser dans le chat. Et on va commencer par la chronique de Pierre qui va s'auto-promouvoir avec son propre jingle. À toi, Let's Pierre. go! We do. On s'en lasse pas de ce jingle à la septième saison, huitième, non, on est huitième Huitième. là. Huitième saison. Ça y est, je suis bon pour sucrer les fraises. Je ne me souviens même plus de quelle saison nous sommes. Alors, eh bien aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu voilà, de comment un petit peu s'organiser entre vie professionnelle, vie personnelle, et dans cet univers effréné du droit de nos vies en entreprise, en cabinet. Trouver ce fameux équilibre peut sembler aussi complexe que de naviguer dans un tribunal sans code ou jurisprudence. Alors, pas de panique, laissez-moi vous donner quelques conseils, 7 pour être précis, pour atteindre cet équilibre. Alors, le premier, à mon sens, déjà commencez par affiner votre spécialisation. Plutôt que de vous éparpiller, choisissez des domaines qui vous passionnent ou vous excellez. Alors, c'est une évidence, bien sûr, très souvent pour les avocats qui ont tout intérêt à trouver leur niche et être, ce que je dis, comme j'aime à le dire, un gros poisson dans un bien plus petit étang. C'est vraiment une façon de vraiment travailler bien plus rapidement, être bien meilleur à ce que vous faites. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans Club Sandwich avec Nejma Abdi, qui est une avocate spécialisée en dommages corporels
Et je vous invite, si vous n'avez pas vu cet épisode de la saison 2, à le regarder. Et Audrey va nous mettre le lien dans le chat dans un instant. Si vous êtes en entreprise, c'est tout aussi applicable. Vous pouvez et vous devez même essayer au maximum de vous focaliser sur vos forces, sur les secteurs ou les sujets clés pour votre société, sur les domaines du droit dans lesquels vous excellez, sur ce que vous faites naturellement plutôt que ce qui vous demande une énergie démentielle. Et cette approche de vous concentrer sur vos forces, eh bien, non seulement ça vous va prévenir l'épuisement professionnel, hein, on perd beaucoup de temps et d'énergie à tenter de faire des choses sur lesquelles on n'est pas bon ou tout simplement on n'a pas les bonnes qualités, mais ça va aussi enrichir votre pratique du droit puisque vous vous concentrerez sur là où vous êtes un expert. Donc, autant que possible, toujours dans votre vie professionnelle, concentrez-vous sur vos forces. Et là aussi, j'en ai déjà parlé et Audrey va vous mettre le lien vers un article que j'avais écrit sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que sur notre site www.club-sandwich.legal, vous pouvez retrouver dans la section articles l'ensemble des chroniques que nous publions si vous voulez relire des articles sur des choses dont nous avons discuté dans Legal Club Sandwich. Autre conseil, essayez d'adopter des horaires flexibles. Que diriez-vous de remodeler le traditionnel 9 to 5, même si on adore la chanson de Dolly Parton, entre parenthèses. Pour les juristes d'entreprise, il faut jouer sur la flexibilité des horaires lorsque vous le pouvez, et ça peut vous aider à harmoniser obligations professionnelles et personnelles. Donc, quand c'est possible, eh bien, pensez à tirer avantage du télétravail pour réduire les temps de déplacement, rendre vos journées moins fatigantes. Donc, pour ce faire, faites ce que j'appelle le clear contracting, vraiment littéralement un contrat clair avec votre hiérarchie sur vos horaires de travail et rassurez votre supérieur, c'est très important, que eh bien, le travail sera quand même fait. Donc, excusez-moi, pour délivrer du succès rapidement, qui va montrer que même en partant peut-être à 17h ou 18h certains jours, parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, eh bien, le travail est effectué car vous arriverez plus tôt ou alors vous allez vous reconnecter. Bref, que de toute façon, vous allez vous concentrer sur la tâche à accomplir et que le travail sera fait. Et puis alors, faites-vous plaisir aussi. Là, j'entends trop souvent avec Audrey, nous organisons des ateliers ou des petits déjeuners de formation dans le cadre du Fleet Network, French Lawyers in Tech. Et trop souvent, j'entends, oh là là, oui, mais aller un petit déjeuner à 8h30, ça va faire que je vais arriver à 10h30 au bureau. Alors là, je vous en prie, arrêtez ça. Est-ce que vous croyez que les commerciaux se posent ce genre de questions quand ils sont à des déjeuners pendant 3 heures le midi? Assez avec la culpabilité, il s'agit de vous former. Donc, pensez à vous, lorsque vous pouvez faire une formation qui plus est chez nous, elles sont gratuites, eh bien, allez-y, arrivez royalement à 10h15 et assumez pleinement que vous étiez en formation juridique le matin. On ne va quand même pas s'excuser et arrêter de s'auto-flageller. Un autre conseil, plongez dans des activités relaxantes qui vous font du bien. Donc, le droit vous tient à cœur, bien évidemment, mais que diriez-vous un petit peu de peaufiner votre swing au golf ou de réviser vos classiques de théâtre? Les activités hors travail, qu'elles soient sportives ou culturelles, sont absolument essentielles pour décompresser et maintenir vraiment une saine séparation entre le bureau et la maison. Donc, ne délaissez pas vos passions pour quelque raison que ce soit. Moi, chez Yahoo, je me suis mis à faire du café-théâtre 2 fois par semaine. C'était essentiel pour ma santé mentale dans cet univers que j'ai adoré, mais qui était complètement dingue, la tech au début des années 2000. Eh bien, voilà, parfois je me reconnectais après le cours, mais faire comprendre à ma hiérarchie, là encore, et à mes équipes que ces moments étaient essentiels pour moi, m'a permis de les conserver et véritablement, ça n'a pas été un souci parce que je continue à délivrer mes objectifs. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire appel aux nouvelles technologies. Laisser des applications de gestion du temps. Et là, Audrey va vous partager dans le chat l'ensemble des outils que je vais citer. Laisser les applications de gestion du temps vous aider à mieux organiser vos tâches professionnelles et personnelles. Alors, il y en a comme par exemple Todoist, qui est une super application pour gérer vos to-do list. Il y a Notion, qui est un outil de collaboration génial pour travailler entre équipes. Et puis, commencez à vous intéresser un petit peu à l'intelligence artificielle, comment elle peut vous aider à mieux vous organiser ou être plus efficace dans votre travail. Je peux vous assurer que DeepL ou ChatGPT ont des services de traduction en anglais qui sont incroyables et qui, grandement, dans 95% des cas, vont suffire à vos besoins professionnels plutôt que de passer des heures à vous souvenir de Speak English 5e.
Si vous n'avez pas d'assistante, pensez à des applications comme Calendly pour gagner du temps dans votre prise de rendez-vous. Ou alors, se développer, même si vous êtes dans une entreprise qui peut se permettre, l'appel au Legal Ops. Et par exemple, commencer à gérer vos contrats en ligne. Et là, on pense évidemment à nos camarades à qui on fait un grand coucou, la startup, la Legal Tech Tomorrow, qui est déjà en série A. Ils ont levé 11 millions d'euros il n'y a pas très longtemps et on vous recommande d'aller faire un tour si vous avez à gérer beaucoup de contrats grâce à cette application. Je termine avec trois derniers conseils rapidement. Établissez des limites claires. Il est crucial de définir et communiquer vos limites. Ça peut signifier des 10 heures de disponibilité fixe pour les questions de vos clients internes ou clarifier ou bloquer dans vos agendas des moments pour réfléchir, travailler. Ces limites sont propres à chacun, bien sûr, mais il est essentiel de les mettre en œuvre. Par exemple, vous pouvez dire, je ne répondrai pas aux mails le week-end ou je ne voyagerai pas le dimanche. Je sais que le grand boss chez Yahoo ne faisait jamais un séminaire, même à San Francisco, qui faisait que les équipes devaient voyager le week-end. C'était pour lui essentiel. Je pensais que c'était une très bonne règle. Voilà, encore une fois, concentrez-vous sur les objectifs à atteindre. Mes deux derniers conseils, votre corps est votre temple. Donc, bien que je n'en sois pas le meilleur poster boy, mais une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, ça par contre je le fais, et un sommeil réparateur sont les piliers d'une bonne santé et d'un esprit vif. Donc, intégrez ça à votre quotidien pour rester au sommet de votre forme, où que vous soyez, c'est-à-dire au tribunal, au CODIR ou sur la piste de danse. Et vous pouvez utiliser des applications comme Calm, on va aussi vous mettre le lien, qui propose de la relaxation et ça peut être un atout génial pour se ressourcer rapidement. Et puis, ben, mon dernier conseil, c'est la pause s'impose. Ne sous-estimez jamais le pouvoir régénérateur des pauses et des vacances. S'accorder du temps pour vous, loin du tumulte professionnel, ça vous permet de revenir avec une perspective rafraîchie, un nouvel élan, des nouvelles idées. Et puis, c'est aussi l'occasion pour vous proposer à vos collaborateurs de vous remplacer en votre absence et du coup, bah, de les tester pour ce fameux exercice du succession planning qui va vous suivre derrière lorsqu'un jour, parce qu'un jour probablement vous irez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, eh bien les vacances et les mettre en charge du département, ça peut être un super test pour voir comment ils vont réagir. Donc voilà, voilà quelques stratégies, elles sont loin d'être exhaustives, ça vous offre des pistes de réflexion pour conjuguer avec succès carrière juridique et épanouissement personnel. Voilà, il n'est pas nécessaire de sacrifier votre vie personnelle, à mon sens, sur l'autel de la réussite. Et trouver cet équilibre, eh bien, c'est vous permettre de prendre dans vos bras toutes les facettes de votre vie, enrichir votre pratique du droit, être serein, bref. Vous êtes prêt à équilibrer? Merci Pierre. Donc Pierre n'est pas seulement executive mentor, il est aussi coach de vie. Donc merci pour tous Coach ces de vie. conseils. Sans transition, on passe à la chronique de Lindia, qui a aussi son propre jingle. Alors, à l'instar de notre communication orale, nos emails doivent nous ressembler puisque c'est notre image que l'on véhicule, Marina, à travers notre façon de parler et d'écrire. Et pourtant, la plupart du temps, dans nos emails, nous utilisons des formules un peu toutes faites. On le reconnaît, trop souvent, on utilise des formulations maladroites, en fait, qui peuvent nuire à la clarté et à l'efficacité de nos messages. Je vais passer en revue avec le chiffre 7, comme l'a fait Pierre, sept exemples pardon, courants et proposer des alternatives plus appropriées. Alors évidemment, on peut ajuster son vocabulaire au degré de connaissance qu'on a avec le destinataire de son mail. On n'utilise pas les mêmes termes, que ce soit en conclusion ou en sortie, lors du premier contact ou après des mois d'échange. Quand on commence à connaître la personne, Pierre, évidemment, on peut mieux s'adapter au contexte. Alors, dans les formules de politesse préconçues qui se généralisent, le fameux Audrey, j'espère que vous allez bien. Et sans aucun doute, votre introduction préférée pour vous adresser à votre hiérarchie ou à vos collaborateurs. Avouez-le. Alors, elle est standard, elle est polie, presque sympathique. Et pourtant, cette entrée en matière, elle n'est que pollution pour notre interlocuteur qui est tout de même au courant qu'il ne s'agit que d'un code de bienséance et non d'un véritable intérêt pour sa personne. Et si, Pierre, tu n'es toujours pas convaincu par mes arguments,
Figure-toi qu'en 2016, le New York Magazine écrivait dans son article consacré au sujet, cette expression, elle est tellement devenue banale que nos cerveaux n'y font même plus attention. Et la journaliste ajoutait qu'il s'agissait d'un indicateur pour la personne à qui vous vous adressez, qui était « je vais te demander une faveur ». Alors rassurez-vous, il existe des alternatives à cette formule de politesse et vous pouvez par exemple tourner cette phrase à la forme interrogative en demandant « comment allez-vous ». La différence est mince, vous en conviendrez, mais le fait de solliciter directement votre interlocuteur est une preuve d'attention sincère. Si vous connaissez peu ou pas votre interlocuteur, Marina, on préfère dans ce cas aller à l'essentiel. Mieux vaut dire « je vous contacte pour » ou « je vous écris pour », je me permets de vous contacter concernant la vente de votre propriété, je vous adresse ce message pour les conclusions de Maître Landy ou je souhaite. Deuxième exemple. Suite à votre email, Audrey. Non, c'est une abréviation de l'administration, c'est une erreur, c'est à la suite de votre email ou pour faire suite à votre email. Donc, on oublie suite à votre email. Troisième exemple. Je reviens vers vous. On désigne ici un déplacement et ce n'est pas approprié au contexte de l'écrit, Pierre Landy. C'est par ailleurs un anglicisme. I get back to you. Donc, préférez, je vous recontacte. Quatrième, je vous partage. Non, Pierre, c'est une faute. Et d'ailleurs, tu l'as dit il y a quelques instants. Je suis désolée, Pierre, c'est pour Ben, toi. c'est drôle parce qu'elle prend toutes les expressions que j'utilise. Elles sont toutes. Pour Oui, l'instant, c'est ça. c'est banco. Tu vois, si on jouait comment Tu ça peux s'appelle cocher. si on jouait au loto ou à ça, j'aurais tout bon. J'aurais la flèche. Je les ai Tu toutes. peux cocher. Je les ai Donc, toutes Pierre, depuis tout à l'heure. je vous partage. Non, c'est une faute qui hérisse les plus avertis. C'est je partage avec vous. L'expression je vous partage est en réalité une faute de langage. Le verbe partager signifie diviser en parties ou communiquer. Lorsque vous partagez quelque chose, vous le faites avec quelqu'un. Donc, par conséquent, l'utilisation du pronom vous entre je et partage est incorrecte. Au lieu de cela, vous devriez simplement dire « je partage les applications d'Audrey » sans le pronom « je vous partage ». Si vous souhaitez exprimer le fait de communiquer une expérience, il est préférable d'utiliser des verbes tels que faire part de, exprimer ou raconter. Donc, vous pouvez également dire faire partager pour indiquer que vous souhaitez partager quelque chose avec d'autres personnes. On dira donc, il voulait nous faire partager son expérience en Amérique du Sud et non, il voulait nous partager son expérience. Tu me suis, Pierre Landy? Donc, faire par deux ou encore faire partager. Ensuite, cinquième exemple. Alors, ça, c'est pour nos amis juristes, évidemment, qui vont adorer. Nous allons clôturer le dossier. Non, Audrey Deléris, non, nous allons clore le dossier. Clôturer n'existe qu'au sens propre, mettre une clôture. Donc, Pierre, tu le notes. Deux expressions à éviter pour terminer. L'expression, Marina, n'hésitez pas à. Pourquoi il est préférable de l'éviter? Eh bien, parce que cette expression, elle peut sembler trop timide ou en tout cas peu incitative à l'action. Il est préférable d'utiliser des formulations plus directes telles que sachez que ou appelez-moi si besoin. Et souvenez-vous que le cerveau ne reconnaît pas le négatif, donc n'hésitez pas à. C'est comme ne pense pas, Audrey, à un éléphant rose avec des pois blancs. Et qu'est-ce que tu fais? Tu penses à un éléphant rose avec des pois blancs. Donc préférez sachez que ou appelez-moi si besoin. Enfin, en restant à votre disposition. Non, cette formule de conclusion, elle pose différents problèmes. Le verbe rester, c'est pour dire encore une fois, le verbe rester est extrêmement passif et n'appelle pas vraiment de réponse, ce qui coupe la dynamique de l'échange. Ce sont des expressions qui sont un peu vides de sens. On n'est jamais vraiment à dispo de qui que ce soit. Il sera nettement préférable de le remplacer par « je suis à votre écoute » pour, en petit point, et de donner un but comme « je suis à votre écoute » pour fixer une date, par exemple. Voilà pour aujourd'hui. Sur la prochaine chronique, nous aborderons la façon de remercier et de clore son mail et non clôturer avec les magnifiques « belle journée »
cordialement, bien à vous et tant d'autres. Écoute, j'espère que tu vas bien, Lindia, et je te reviens prochainement pour te partager mes réflexions sur cette chronique. Bien à toi. C'est parfait, Pierre. Tu es un élève conquis. Pour toi, Audrey. Merci Lindia en tout cas pour ces conseils très précieux et pas que pour Pierre, parce que je pense qu'on est beaucoup à s'être reconnus. Moi aussi, j'avoue. Donc j'ai hâte que tu publies cette chronique sur le site de Legal Club Sandwich pour qu'on puisse bien travailler tous là-dessus. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était toujours un plaisir de vous écouter et d'écouter vos conseils. Et on va repasser, du coup, notre un super invité à Marina. On a une question pour toi dans le chat de la part de Naushad ou Noshad, je ne sais pas comment on prononce. Et désolée pour écorcher le prénom, d'avoir écorché le prénom. Donc, qui demande au niveau juridique, peut-on être en CDI 35 heures et exercer en tant qu'agent immobilier et se former sur le terrain en parallèle de notre activité principale? Et par les temps qui courent, deuxième question. Est-ce une bonne idée de se lancer dans ce métier? Est-ce qu'on peut craindre qu'un ou une nouvelle agent immobilier rencontre beaucoup de difficultés à se rémunérer avec la baisse du nombre de ventes? Il y a trois questions. Alors, Oui. oui, je vais commencer par la dernière qui est la plus simple. Évidemment, on peut penser que c'est pas le moment. Le moment est plus facile que post-Covid. Post-Covid, les acquéreurs n'avaient pas besoin de nous. Il y avait énormément de facilité d'obtention de crédit, énormément de biens sur le marché qu'ils n'avaient pas besoin de nous, agents immobiliers. C'était beaucoup plus dur de convaincre de signer un mandat. Donc, à la limite, c'est plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une période classique de vente. Il y a très peu de ventes, mais c'était le cas avant le Covid. C'est un travail qui rémunère au juste investissement de l'agent immobilier. Donc ça, c'est pas une problématique aujourd'hui de débuter le métier. La problématique, c'est plutôt d'avoir une activité à 35 heures à côté. Là, c'est vraiment un métier à temps complet, agent immobilier, où il faut toujours être derrière le client, il faut toujours pouvoir être disponible. Il y a toujours un élément perturbateur qui vient faire peur à l'acquéreur et si on n'est pas immédiatement disponible pour l'acquéreur, c'est assez complexe. Une activité en parallèle à 35 heures, c'est trop, c'est beaucoup trop. On ne peut pas être suffisamment présent pour nos clients. C'est un métier qui demande énormément de disponibilité. Donc ça, Ok, par contre, c'est plus compliqué. merci beaucoup pour ta réponse. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager avec nous, du coup, partager avec nous des... Merci Lydia, du coup, vraiment, c'est... Non, on n'ose plus On n'ose l'ouvrir. plus parler. On n'ose plus rien dire. Club Sandwich est Attention, mort à la je pré- 67e émission grâce à Lydia le Sauvage. C'est bravo. non, mais je précise que c'est pour les écrits. À l'oral, c'est différent. Mais en Ah, tout cas, la faute de français de je vous partage, elle Ah, est si, pareille elle à envoie une l'oral. couille. Non, mais elle me lâche pas. On va essayer. alors Je Marina, partage avec vous, Audrey. Je partage avec pourrais-tu... vous. Voilà, Marina, pourrais-tu partager avec nous des anecdotes de ton métier? Tu dois en avoir 10 milliards. Alors, on n'a pas le temps de les 10 milliards, mais est-ce que tu auras Non. une deux anecdotes, voire deux, Alors trois? là, j'en ai une à l'instant T tout de suite. Je vais aller modifier dès qu'on va terminer l'émission mon annonce d'embauche parce que j'indique n'hésitez pas à me contacter et c'est parce qu'à mon avis, c'est trop timide que personne ne me contacte. Et Du ben, coup, tu vois, et ben je voilà. vais peut-être avoir maintenant des Ah, tu propositions, recrutes en ce moment, recevoir Marina. des CV en leur Donc, disant appelez-moi. Voilà, voilà, maintenant je vais être beaucoup plus contactez-moi, catégorique. appelez-moi. Ce sera beaucoup plus actif. Bravo. Ben Tout voilà. à On fait. savait Et Je pas donc, qui mets on a, ça tout de suite recrutait. à exécution. et on En apprend. anecdote, ben, j'ai rien de très cocasse en anecdote parce que ben, nous, ce sont des successions ou des séparations. Ce que je vais avoir comme anecdote, ça va être encore pour ramener aux études de droit l'intérêt d'avoir ces connaissances. Alors, soit on n'a pas fait d'études de droit et on l'apprend sur le terrain, hein, donc ça prend plus de temps, soit on fait des études de droit et on est efficace de suite. Ça va être par exemple un monsieur qui découvre, donc une fois qu'il a eu, qu'on a signé le compromis, etc., qui découvre que le meilleur ami avec qui il me demande les revisites pour analyser le budget travaux est très, très, très proche de son épouse et que du coup, il ne souhaite plus acquérir avec son épouse, mais se séparer. Moi, j'avais dans ce cas de figure-là mes vendeurs qui faisaient un pré-relais pour acquérir une autre maison dont les vendeurs faisaient un pré-relais pour en acquérir une autre.
donc toute une vente en chaîne, hein. Donc si une vente capote, c'en est 3 qui capotent dans la foulée, voire 4. Bah, c'est tenir en fait tenir comment dire, la transaction en indiquant que bon, bah, c'est bien triste pour lui, mais c'est la vie en fait qui va acheter sa maison, qui va soit rester avec madame, se réconcilier, soit l'acheter, la revendre par la suite. Et donc, ces personnes-là, en général, nous disent, bah non, c'est bon, j'apporte un refus de prêt de complaisance, hein, que je vais demander à mon banquier, que les banquiers font allègrement, et je vais me délier de la vente. Et c'est de dire, ben non, parce que le compromis, l'intérêt, et c'est là la subtilité entre mandataire et agent, c'est qu'un mandataire très souvent fait le compromis chez un notaire qui va être très neutre, qui va mettre des clauses qui vont être beaucoup plus souples, où nous, en agence, on est là pour ferrer l'acquéreur, mine de rien, et défendre à tout prix le vendeur. Et donc, on va mettre des clauses beaucoup plus contraignantes pour un acquéreur et ne pas autoriser justement le refus de prêt si bon, voilà, ce ne sont pas les conditions initiales. Et donc, c'est rentrer dans un bras de fer avec l'acquéreur en lui expliquant qu'il va nous payer la clause pénale, enfin au vendeur, les 10% de la transaction. C'est que moi, je vais être aussi beaucoup plus strict, c'est-à-dire qu'à la signature du compromis, j'exige 10% de clause pénale, de séquestre, d'acompte en fait, mais qui correspond au final à la clause pénale. Et je lui expliquais mais qu'il paierait mes honoraires aussi. Donc, qu'il n'y a pas de souci, s'il a 49 000 euros à jeter par les fenêtres, bah, il sort de la transaction, mais que sinon, en fait, il achète et que ses problèmes, il les règle avec madame, mais pas avec nous. Donc ça va être des anecdotes qui vont arriver assez régulièrement, voilà, où on peut transposer ça. Un jeune homme qui achète un appartement à Saint-Olomone, il se met en couple avec une jeune fille qui trouve pas la ville glamour, qui préférait être en location à Soisy ou Montmorency, et donc du coup le jeune homme arrive, il nous dit, bah, voilà, j'arrive avec un refus de prêt. Bah non, c'est pas possible parce que vous êtes finançable. On l'a vérifié avant de signer le compromis. On a les preuves de cette vérification. Oui, mais moi, c'est un copain, de toute façon, mon banquier, il m'a fait un refus de prêt. Non, non, c'est pas possible. Donc, il va être mal accompagné par des personnes dans son entourage qui vont lui dire, bah, apporte un refus de prêt et puis c'est bon. On va lui dire, ben non, ce refus de prêt, il est de complaisance, donc c'est pas possible. Il va retourner voir sa banque qui va lui dire, bah, vas-y, fais des paris sportifs, parce que si tu fais des paris sportifs, ça, les banques aiment pas trop, et après, tu auras un refus de prêt par les banques que Madame Dacosta va te présenter. Donc, évidemment, je lui présente d'autres banques. Il dépose des dossiers refus de prêt parce qu'il fait des paris sportifs, donc profil à risque, et c'est de lui expliquer que les paris sportifs, il ne les faisait pas avant son compromis. Et donc, il s'est mis dans une situation dans laquelle il obtenait le refus de prêt, et que donc il est en faute parce qu'il a signé un contrat, et qu'un contrat, il doit l'honorer. Et que donc la clause pénale peut s'activer. Et donc mes vendeurs, je leur ai conseillé de mettre l'appartement en location, parce que dans ces cas-là, on n'a pas le droit de le vendre à quelqu'un d'autre, et on lui a exigé sa clause pénale. Voilà, donc ce jeune homme, à cause de conseils d'amis mal avisés, a perdu 13 000 euros parce que, il a été têtu et qu'il n'a pas voulu acquérir et qu'il s'est mis dans une situation dans laquelle il ne pouvait plus acquérir. Voilà. Et ça, alors, c'est pas sympathique pour ce jeune homme, mais plusieurs fois, je l'ai alerté, je lui ai dit de faire attention. Je lui ai expliqué la problématique dans laquelle il se mettait, il ne m'a pas écouté et il a perdu 13 000 euros. Voilà. Et mes vendeurs, bon, bah, dans le lot, n'ont pas vendu, mais ils l'ont mis en location, puis ils ont récupéré 13 000 euros voilà, suite à un accord, un protocole d'accord, hein, évidemment, puisque sinon il fallait passer devant le juge, mais suite à un protocole d'accord pour qu'il se délie. Alors ils lui ont fait un petit geste, ils lui ont fait un petit geste sur la clause pénale, parce qu'ils savaient très bien que voilà, en passant devant le juge, il ne récupérerait pas sa clause pénale. On a un retour dans le chat que je trouve assez juste. C'est exactement ce que je me disais. Ça confirme tout de même, Marina, qu'en tant qu'acquéreur, il vaut mieux signer le compromis chez le notaire, non? Alors oui et non, parce que ça dépend du notaire que vous avez. Si vous avez un notaire qui fait très attention à son vendeur, il va mettre les mêmes clauses. Si vous avez un notaire qui n'en a rien à faire, il va mettre des clauses classiques. Et chez le notaire, en fait, il n'y aura pas les conseils parce que du coup, l'acquéreur qui veut se délier, dans un premier temps, il appelle quand même l'agence immobilière. Et là, on trouve un consensus. On explique, on Mm. rassure. Et très souvent, quand une personne se délie, c'est parce qu'il y a une crainte, il y a une problématique, mais il y a aussi une crainte. Et on a un grand rôle de médiateur. On est intermédiaire de toute façon. On a un grand rôle de médiateur. Et c'est uniquement lorsque l'acquéreur est totalement de mauvaise foi que ça se passe mal. Parce que Oui, sinon, voilà, on est là pour concilier les parties et pour que ça se passe bien. Alors que le notaire, non, on ne va pas avoir cette mission d'intermédiaire. Le notaire, s'il y a deux notaires, ça va être une bagarre juridique. Et ça dépend de l'investissement du notaire. Parce qu'à contrario, cette jeune femme à qui j'ai fait gagner 72 000 euros, son notaire ne l'avait pas vu ça.
D'accord. Voilà. Il n'avait pas, absolument pas vu de quelle manière on pouvait présenter les estimations parce que c'était pas son rôle, c'était pas son métier. Donc oui et non. Ok. Si vous êtes de mauvaise foi, ça peut vous aider. Si vous êtes de bonne foi, il y a rien de mieux qu'un agent immobilier pour concilier les parties. Eh ben, En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on achète, c'est un document juridique et qu'il y a des conséquences. Et donc, à chacun de décider la meilleure manière d'aborder le document en question, parce que c'est surtout ça la, 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 la- la morale de l'histoire. Je vous partage mon opinion, Lydia. Parfait. Et alors, Marina, tu disais que tu recrutais actuellement. Alors, j'imagine que tu ne recherches pas que des profils juridiques. Non, mais j'adorerais. Ah, J'adorerais parce que du ça, coup, c'est j'aurais intéressant. des Ouais. tueurs. J'aurais des tueurs dans l'immobilier immédiatement. Bon. J'adorerais avoir et pouvoir avoir une confiance aveugle en l'engagement qui peut être pris voilà, dans les différents mandats, la notoriété de l'agence, etc. Donc, j'adorerais avoir un juriste. alors, Et le nos message est auditeurs là. Si vous êtes intéressé, voilà, contactez Marina. On vous a mis ses coordonnées, son profil LinkedIn. Ne partez tous, par contre, ne partez pas tous, pardon, dans l'agence de Marina, parce que après, moi, je n'aurai plus de personnes à de chasser. boulot. Ne venez pas non plus tous agents immobiliers. Donc, Marina, voilà, quelques-uns, mais pas tous, s'il te plaît. Seulement quelques-uns à chasser et Ça à faire marche. des clients, s'il te plaît. Ça marche. Un grand merci, Marina. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour toutes ces explications, ces anecdotes, ces précisions, ces précieux conseils, qu'on soit acquéreur, vendeur, qu'on veuille devenir agent immobilier comme toi. Et non, les études de droit, ça ne sert pas à rien pour être agent immobilier, ça sert à quelque chose. Preuve en est avec toi, Marina. Merci aussi à Pierre et Lindia, évidemment, pour vos chroniques et votre bonne humeur et votre humour constant. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et retrouvons-nous tous ensemble le 30 avril prochain, qui sera un mardi, toujours à 12 heures pétantes, avec Erlinda Tabla, qui travaille chez Warner Bros. Discovery et qui nous parlera du thème diffuseur des JO, sprint ou marathon pour l'équipe juridique. Donc, on se retrouve à 12 heures, mardi 30 avril, et on vous dit à très vite. Bonne journée à tous et bon À très appétit. vite. Au Merci. revoir. Au revoir à tous. Au revoir. See the money won't stay, fear me.